Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, des débats houleux ont eu lieu à l'Assemblée nationale alors que les députés ont entamé l'examen du projet de loi consacré à la réforme des retraites. L'Assemblée a rejeté la motion de rejet déposée par la France Insoumise ainsi que la motion référendaire du Rassemblement national. Hier, en début de séance d'examen du projet de loi sur la réforme des retraites, la présidente du Parlement, Yaël Braun-Pivet, a dû demander le silence à plusieurs reprises, alors que les députés de l'opposition interrompaient les remarques préliminaires du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le calme n'est cependant pas revenu, et c'est dans le vacarme ambiant que Dussopt a pris la parole. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, donc, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Nous y sommes, et quand bien même vous ne le voudriez pas, nous y sommes. Je sais que cette réforme est difficile, mais je sais aussi que faire cette réforme, c'est avoir le courage nécessaire que d'autres n'ont pas eu. Toutes les malices, toutes les contre-vérités ne suffiront pas à contourner un constat simple, sans nuance et sans équivoque. Notre système est structurellement déficitaire. Par la suite, les motions de rejet et référendaires déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national respectivement ont été rejetées l'une après l'autre. Lors des débats, Marine Le Pen a révélé que des manœuvres avaient eu lieu pour empêcher des députés d'être présentes. Madame la Présidente, je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. 4 ou 5 de nos députés femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence pour pouvoir voter cette motion référendaire. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable. Madame Le Pen, vous me ferez passer une copie de ces messages reçus pour qu'on puisse regarder ce qu'il en est. Merci beaucoup. L'Europe fait un pas de plus vers la rupture des liens énergétiques avec la Russie. L'interdiction d'importer du carburant diesel et d'autres produits pétroliers bruts en provenance des raffineries russes est entrée en vigueur le 5 février. La semaine dernière, les pays de l'UE ont convenu de plafonner à $100 le prix du baril de diesel russe vendu aux pays non occidentaux. L'objectif est de réduire les revenus de la Russie, mais en évitant une pénurie mondiale qui ferait exploser les prix. Le plafonnement des prix s'applique au diesel russe et aux autres carburants, dont le prix de vente est supérieur à celui du pétrole brut utilisé pour les fabriquer. Les responsables de l'UE ont convenu d'une limite de $45 par baril pour les produits pétroliers russes vendus à un prix inférieur à celui du pétrole brut. L'Europe a régulièrement réduit ses approvisionnements en diesel en provenance de Russie, qui représente environ la moitié de ses importations. Le diesel est un facteur crucial pour les économies mondiales, car il alimente les voitures et les camions de transport de marchandises, ainsi que les équipements agricoles et les machines d'usine. Ils ont déjà arrêté d'accepter depuis décembre tout pétrole brut en Europe, donc c'est énorme. Il y avait quelques millions de barils par jour de diesel qui arrivaient de Russie et ils abandonnent tout ça. Une fois que l'on voit que cela est vraiment en place et que l'Occident est sérieux à ce sujet, cela dit aux gens en Arabie Saoudite, aux EAU et à beaucoup d'autres pays qu'il va y avoir un marché. Commençons à investir pour produire plus de pétrole et au fil du temps, vous serez en mesure d'éliminer le pétrole russe. Ils vont comprimer leur prix tous les 3 mois, ils le réviseront. C'est le plan. Selon les analystes, si le plafonnement des prix fonctionne comme prévu et que le diesel russe continue à circuler, les prix des carburants ne devraient pas être trop affectés. Mais tandis que l'Europe peut trouver d'autres sources d'approvisionnement en diesel, la Russie pourrait chercher de nouveaux clients en dehors de l'Europe. Et parlons maintenant des mobilisations outre-Manche. Les infirmières et le personnel ambulancier ont fait grève ensemble en Grande-Bretagne pour la première fois. La plus grande grève jamais observée en 75 ans d'histoire du NHS, les services de santé britanniques. Le syndicat des infirmières promet de continuer jusqu'à ce que le gouvernement accepte de négocier. Les patrons d'hôpitaux exhortent les ministres à rouvrir les négociations salariales après que les grèves au Pays de Galles ont été suspendues à la suite de nouvelles offres salariales.
Le NHS a dû faire face à la pire journée de perturbation de son histoire, après que des dizaines de milliers de travailleurs ont entamé lundi la plus grande grève de l'histoire du service. Cette action marque la première fois que les infirmières et les ambulanciers ont organisé des grèves le même jour au cours de la vague actuelle de conflits. Une infirmière présente à la grève devant l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham a déclaré qu'ils font grève parce que le gouvernement ne les écoute toujours pas. Nous n'avons rien eu, aucun soutien du gouvernement pour justifier notre retour au travail. Et normalement, je ne suis pas sûre que nous puissions le faire. Nous n'avons toujours pas de personnel, nous avons toujours des mauvaises conditions et aucune perspective pour les infirmières et pour les gens qui veulent faire carrière dans les soins infirmiers. Le Royal College of Nursing a déclaré qu'il a rallié 2 fois plus de ses membres que lors des grèves précédentes de décembre et janvier. Des centaines de milliers d'infirmières et d'infirmiers ont participé à cette grève et m'ont donné le mandat le plus fort de toute la profession infirmière dans le monde. Ils continueront donc à le faire aussi longtemps qu'il le faudra pour que le gouvernement se réveille, écoute leur voix et celle des patients et fasse ce qu'il faut. Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que la dernière série de grèves des infirmières est une honte pour le gouvernement. Personne ne veut voir ces grèves, pour être honnête, n'est-ce pas? C'est la dernière chose que les infirmières veulent faire, c'est d'être en grève. Ce qu'elles veulent, c'est un gouvernement qui fasse preuve de leadership, qui se mette autour de la table des négociations et qui règle ce conflit. Pendant ce temps, NHS Providers, un organisme du NHS, a déclaré que les grèves entraîneront une journée extrêmement perturbée dans tout le NHS. Il a exhorté le gouvernement à rouvrir les négociations salariales avec les syndicats. Mais lors d'une visite dans un hôpital de Londres, le ministre de la Santé, Steve Barclay, a semblé exclure la possibilité de parvenir à un nouvel accord. En ce qui concerne l'inflation, je ne pense pas qu'il soit juste de remonter à l'année dernière jusqu'en avril dernier. De manière rétrospective, nous devrions nous réjouir de l'organe de révision des salaires qui est en train de recueillir des données et de travailler de manière constructive avec les syndicats. Barclay a déclaré que le processus de révision des salaires est indépendant et que le gouvernement a accepté ses recommandations dans leur intégralité. Nous soumettons des données à l'organe de révision des salaires pour le mois d'avril et les mois suivants. Nous voulons travailler de manière constructive avec les syndicats sur ces faits. Downing Street a également déclaré vouloir regarder vers l'avant et non vers l'arrière lorsqu'il s'agit de négocier les salaires. Les infirmières ont à nouveau fait grève aujourd'hui, les ambulanciers seront en grève vendredi et les physiothérapeutes jeudi. Au Pays de Galles, le Royal College of Nursing a suspendu ses grèves lundi, après que le gouvernement gallois ait offert une augmentation supplémentaire de 3% vendredi. Unite est le seul syndicat du NHS à organiser des grèves au Pays de Galles, mais le syndicat a déclaré qu'il était sur le point de conclure un accord pour les ambulanciers. Et de nombreuses femmes, juges et procureurs qui ont fui l'Afghanistan en raison de menaces et d'attaques ont déclaré qu'elles se sentaient abandonnées par les gouvernements occidentaux et les organisations internationales. Certaines qui ont trouvé asile en Espagne disent qu'elles ne peuvent pas profiter de leur nouvelle vie alors que les femmes dans leur pays continuent de souffrir. Je m'appelle Obaïda Shara. Je suis une femme d'Afghanistan. Avant que les talibans ne prennent le pouvoir, j'étais procureure. Obaïda Shara s'est autrefois spécialisée dans la violence sexiste. Son travail et celui de ses consoeurs étaient dangereux en Afghanistan. Elle est l'une des 19 femmes procureurs qui ont trouvé asile en Espagne après le retour au pouvoir des talibans. Mais elle et beaucoup d'autres disent se sentir abandonnées par les gouvernements occidentaux et les organisations internationales. C'est très douloureux pour nous. Nous avons travaillé pour l'humanité. Nous avons travaillé pour l'état de droit. Nous avons travaillé pour la justice. Mais à cause de notre travail, à cause de notre devoir, parce que nous travaillons pour l'humanité, maintenant nous sommes les coupables. Maintenant nous devons fuir notre pays. Avec l'arrivée des talibans en 2021, les droits des femmes en Afghanistan ont été brusquement restreints. Depuis, ils ont interdit la plupart des travailleuses humanitaires et empêché les femmes et les filles d'aller au lycée et à l'université. Les femmes juges et procureurs ont été menacées. Elles sont devenues la cible d'attaques vengeresses, alors qu'elles jugeaient et condamnaient des hommes accusés de crimes sexistes, notamment de viols et de meurtres. Cette procureure n'a donné que les initiales SM par crainte pour sa sécurité. J'étais la seule femme procureure dans la province où les gens sont pachtoun. J'avais reçu des menaces de membres des talibans et des criminels que j'avais envoyés en prison, également de leurs familles et des avertissements de ma propre famille.
Même mon mari a reçu des menaces et des appels de sa famille, qui a essayé de le convaincre de m'arrêter parce que je n'étais pas un bon exemple pour leurs épouses. Leurs épouses apprendraient à se battre pour leurs droits et pourraient les mettre en prison. Mon mari était une personne ouverte d'esprit. SM et Sharar faisaient partie d'un groupe de 32 femmes juges et procureurs qui ont quitté l'Afghanistan pour être bloquées au Pakistan pendant 1 an en essayant de trouver l'asile. Monika Frakowiak est une juge polonaise qui les a défendues. Elles sont si courageuses parce que pour devenir procureur en Afghanistan, cela a été si difficile pour elles. Et pour devenir avocate et activiste, elles ont dû se battre parfois avec des membres de leur famille, avec des collègues, avec la culture. Et ce qui est terrible, c'est qu'elles se battaient pour la civilisation en Afghanistan. Mais maintenant, elles semblent être oubliées. Donc c'est vraiment terrible. Et bien qu'elle se sente maintenant en sécurité en asile en Espagne, Sharar dit qu'elle ne peut pas profiter de sa nouvelle vie, sachant que les femmes de chez elle souffrent toujours. Je suis libre. Ici, je suis en sécurité. Je peux aller n'importe où. Je peux porter n'importe quel type de robe que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Mais il y a beaucoup de femmes qui vivent en Afghanistan et elles sont condamnées à rester à l'intérieur de leur maison, à l'intérieur des murs. Je ne peux pas profiter de ma vie parce que les femmes dans mon pays ne sont pas libres. Elles ne peuvent rien faire. Et à propos du ballon espion chinois qui a été abattu ce week-end au large des côtes de la Caroline du Sud aux États-Unis, des recherches sous-marines sont en cours pour récupérer les restes du ballon et un briefing classifié complet du Sénat est prévu pour le 15 février. Jeremy Sandberg de NTD nous donne plus d'informations sur cet incident. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le briefing comprendrait des informations sur les capacités de surveillance, la recherche et le développement et les systèmes d'armes avancés de la Chine. Il a repoussé les critiques selon lesquelles le ballon espion aurait dû être abattu plus tôt. Abattre le ballon de surveillance au-dessus de l'eau n'était pas seulement l'option la plus sûre, mais c'était aussi celle qui maximisait notre charge utile de renseignement. Le groupe des 8 devrait également être informé dès mardi. Ce groupe est composé des principaux membres de la commission du renseignement et des principaux dirigeants de la Chambre et du Sénat. Samedi, un avion de chasse américain a abattu le ballon avec un missile au large des côtes de la Caroline du Sud. Il a explosé, c'était comme des confettis. Selon les hauts responsables de la défense, le missile a crevé le ballon alors qu'il se trouvait à environ 11 km nautiques de la côte, près de Myrtle Beach, bien en deçà des 22 km nautiques du territoire américain. Les débris ont améri dans des eaux de 14 mètres de profondeur et se sont étalés sur plusieurs kilomètres. Selon les autorités, les débris du ballon seront envoyés dans un laboratoire du FBI pour analyse. La Chine accuse les États-Unis de réagir de manière excessive. Elle affirme que le ballon était destiné à la recherche météorologique et qu'il a dévié de sa trajectoire. Je pense que la déclaration qu'ils ont essayé de faire et qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique étrangère des États-Unis et la proximité entre les États-Unis et Taïwan. Le ministère chinois de la Défense a déclaré qu'il se réserve le droit d'utiliser les moyens nécessaires pour faire face à des situations similaires. Il s'agissait certainement de faire une déclaration et de tâter le terrain, de voir comment les États-Unis allaient réagir. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a reporté son voyage prévu à Pékin, affirmant que les conditions n'étaient pas propices à une visite constructive pour le moment. La présence de ce ballon de surveillance dans l'espace aérien américain constitue une violation manifeste de la souveraineté des États-Unis et du droit international. Le Pentagone indique qu'un deuxième ballon espion chinois a été détecté survolant l'Amérique latine. Jeremy Sandberg, NTD Actualité. Et restons aux États-Unis pour parler de la crédibilité des médias. Il y a une semaine, la Columbia Journalism Review a publié un rapport en 4 parties sur ce qu'elle appelle le mauvais traitement médiatique de la Maison-Blanche de Trump. L'auteur Jeff Geert a conclu que la crédibilité du journalisme était en déclin. Arlene Richards de NTD nous en dit plus.
L'érosion des normes journalistiques et le manque de transparence des médias sur leur travail ont entamé leur crédibilité auprès du public américain. Le journaliste d'investigation Jeff Gerst tire cette conclusion dans un examen en 4 parties de la promotion pour la presse du récit de la collusion avec la Russie lorsque Trump était président. Le rapport publié lundi dernier par la Columbia Journalism Review, ou CJR, est l'aboutissement d'une enquête de 18 mois. Gerst, qui a passé 30 ans au New York Times, met en perspective toute la portée de la couverture médiatique. Par exemple, dans la première partie de la série intitulée « La presse contre le président », Gerst nomme plusieurs médias qui ont promu la théorie de la collusion entre la Russie et Trump. Le Washington Post a été l'un des premiers à participer. Il a révélé que le Comité national démocrate avait été piraté. Le journal a accusé la Russie. Ironiquement, Hillary Clinton a commencé sa campagne en faisant face à un examen minutieux des liens avec la Russie. Mais Gerst a déclaré qu'au moment où Trump a pris ses fonctions, le FBI et la CIA pensaient que la Russie avait aidé Trump à remporter l'élection. Le rédacteur en chef du CJR, Kyle Popp, a déclaré au Washington Examiner « Aucun récit n'a autant contribué à façonner les relations de Trump avec la presse que le Russiagate ». Après l'élection, Trump a exprimé l'espoir que lui et la presse pourraient s'entendre. Mais Gerst a déclaré que Trump n'était pas conscient de la tornade à venir. La veille de l'investiture de Trump, le Times a publié un article sur l'enquête fédérale sur les liens présumés entre les associés de Trump et les responsables russes alléguant que Trump conspirait avec la Russie. L'article a immédiatement été critiqué. L'ancien agent du FBI Peter Strzok, qui dirigeait l'enquête sur les interférences avec la Russie, a envoyé un message à Gerst sans substance et largement faux, ajoutant que la presse va miner sa crédibilité. Plus tard, les textos anti-Trump de Strzok ont conduit à son retrait de l'enquête. Trump allait bientôt populariser le terme fake news et maintenant, au début de sa 3e course à la présidence, il continue dans cette voie. Les fake news disent que je ne fais pas une campagne très vigoureuse, je dis qu'ils sont stupides et corrompus. Alors que l'histoire du Times prenait de l'ampleur, Devin Nunes, alors président républicain de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a tenté sans succès de l'écraser. Dans une interview précédente avec NTD, Nunes a dit qu'il était toujours en train de gérer cela. Même si je suis maintenant en dehors du Congrès et que je m'occupe toujours de cela, je pense que cela devrait inquiéter beaucoup de gens en Amérique, que la justice n'a toujours pas été rendue. Dans un épilogue, Gerst s'est senti obligé d'intervenir. Entre autres choses, il a déclaré que la couverture de l'affaire Trump-Russie n'a pas rapporté les faits qui allaient à l'encontre du récit dominant. Rapporter les faits est une norme journalistique traditionnelle. Arlene Richards, NTD, Actualité. Et en Turquie, plus de 3000 personnes sont mortes et au moins 10 000 sont blessées dans le nord de la Syrie. Ces chiffres font suite aux 2 tremblements de terre massifs qui ont frappé la région lundi matin. Le tremblement de terre de magnitude 7,9 a eu lieu tôt ce lundi matin. Il a été ressenti dans plusieurs provinces de Turquie ainsi que dans la Syrie voisine. Ces images de drones montrent une partie de la dévastation dans la région frontalière. Selon un responsable turc, près de 8000 personnes ont été secourues dans 10 provinces. Près de 3000 bâtiments se sont effondrés, laissant des milliers de personnes sans abri. Nous nous sommes échappés de justesse de l'intérieur de la maison. Nous avons 4 enfants et nous avons quitté la maison avec eux au dernier moment. Je pense qu'il y a plusieurs personnes piégées à l'intérieur. C'est une énorme catastrophe. Notre situation est très mauvaise ici. Nous attendons sans eau ni nourriture. Nous sommes dans un état misérable. Le département d'État américain indique être en contact avec les autorités turques pour leur offrir son soutien. Le département d'État est en contact étroit avec nos alliés turcs et nos partenaires humanitaires et notre réponse d'assistance initiale est déjà en cours. Nous sommes déterminés à fournir toute l'assistance nécessaire pour aider les personnes touchées par ces tremblements de terre. Le département d'État a également offert son soutien aux responsables syriens. Le ministre turc de la Santé ainsi que le président du pays ont déclaré 7 jours de deuil. Nous sommes dans une immense tristesse. Je souhaite la miséricorde de Dieu à tous nos citoyens qui ont perdu la vie. Et je souhaite à nos blessés un prompt rétablissement. Mes condoléances à notre peuple. De nombreuses répliques ont secoué les 2 pays depuis le séisme initial lundi matin. Dans les 11 premières heures, la région a ressenti une douzaine de répliques significatives d'une magnitude d'au moins 5. Un deuxième tremblement de terre de magnitude de 7,5 a également eu lieu environ 9 heures après le premier et est probablement lié à celui-ci. La région frontalière entre la Turquie et la Syrie est située au sommet d'importantes lignes de faille et est fréquemment secouée par des tremblements de terre. Environ 18 000 personnes ont été tuées lors du tremblement de terre d'une puissance similaire qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.
Et pour terminer, allons faire un tour du côté de l'Amérique latine et voyons un peu comment les élèves des écoles mexicaines font leurs devoirs. Des nouveaux équipements permettent de réduire leur taux d'anxiété et d'oxygéner leur cerveau pendant les cours. Une école mexicaine tente d'inverser l'impact négatif de la pandémie de Covid sur les enfants. Après avoir repris les cours en présentiel, nous avons commencé à observer beaucoup d'anxiété chez nos garçons et une augmentation de l'obésité. Nous avons également constaté des niveaux élevés de déficit d'attention chez nos élèves. Avec ce projet, nous essayons de résoudre le problème. Cela contribuera également à l'oxygénation du cerveau. L'idée des pupitres à vélo est née de l'inspiration d'un autre pays d'Amérique du Nord. L'entrepreneur mexicain Miguel Ortiz a vu que le Canada fournissait des pupitres à vélo aux étudiants et a cherché à le reproduire au Mexique. Quand nous avons vu leur version, nous avons réalisé que c'était une version financièrement irréalisable pour le Mexique. Nous avons décidé de développer un prototype à un coût viable qui pourrait être mis en œuvre ici, au Mexique. Le produit est complètement différent de celui là-bas, mais le concept a été pris du Canada. Ortiz a développé une version qui coûte l'équivalent de 132 €, soit 5 fois moins que les pupitres à vélo canadiens. Un élève de 13 ans trouve que l'idée fonctionne bien. Comme étudiants, cela apporte un plus très satisfaisant. Lorsque nous sommes physiquement actifs, cela nous aide à rester concentrés sur nos activités quotidiennes. C'est vraiment incroyable. L'école dispose actuellement de 2 salles de classe avec les nouveaux pupitres. Et l'idée est de les ajouter progressivement à l'ensemble des 21 salles de classe. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20 h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.